Aujourd'hui, la justice malienne, je le dis haut et fort, qu'on a instrumentalisé et qu'on a mis au service des militaires pour répressionner toute personne qui va oser dire non, ou on dira non. Quand on parle, nous, de démocratie, de droits de l'homme, d'état de droit, de quelle démocratie parle-t-on? Abemi. Et quel état de droit dans un pays où la justice est mise au service des militaires pour répressionner les gens? C'est ça la réalité de ce pays aujourd'hui. Wallahi billahi tallahi. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Oui, Cheikh Ndoye Sadibou, vous l'avez suivi. Je crois que l'imam, il en fait de trop. Ah bon? Oui, il faut Ndoye, Cheikh Sadibou. C'est vrai, je suis. Donc vous pensez que la justice n'est pas instrumentalisée? Non, je ne dis pas. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. C'est vous qui êtes là pour l'applaudir. Laissez-moi vous expliquer. Oui. Laissez-moi vous expliquer. Oui. Non, vous savez. Commencez par l'explication avant l'affirmation. Non, vous me laissez expliquer, vous allez comprendre. Comme on le dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Il l'a fait, il l'a réussi avec Ibeka. C'est pas évident qu'il réussisse cela avec les militaires. Alors le Mali, ce n'est pas une propriété privée. Je suis d'accord que lorsque vous vous sentez brimé, lorsque vous sentez que le peuple est brimé, en tant que leader d'opinion, que vous puissiez hausser le ton pour que les choses soient rectifiées. Oui, mais de cette manière-là, cette manière, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, de cette manière-là, c'est dit que la justice est instrumentalisée. Est-ce qu'il faut questionner, est-ce que la justice est instrumentalisée au Mali? C'est la question qu'il faut se poser. Ou est-ce que lui, il veut que la justice peut-être soit de son côté? Je ne sais pas exactement ce que le vieux représente. Parce qu'au temps de Ibeka, on peut comprendre. De sa popularité. Non, là, je commence à douter. Et quand c'est comme ça, c'est pas exclu que, au fur et à mesure que parce qu'à un moment donné, les gens vont se lâcher quand même. S'il faut faire sortir, on a vu ce que le peuple malien a vécu sous l'ère IBK. Oui, ça a été ovationné. Il y avait combien de personnes? Nous, on a juste entendu. On n'a pas vu, on ne nous a pas montré une foule. C'est pas une foule qu'on nous a montré. Je vous assure, je parie que la notoriété, ou bien si vous voulez, l'aura que Imam Duko avait eu sous l'ère IBK, c'est pas évident qu'il puisse avoir ça, parce qu'à un moment donné, quand même, le peuple va se lâcher. On a vu ce qui s'est passé au temps d'IBK. Il y a eu tellement de gâchis, il y a eu tellement de manifestations, des dégâts, des dégâts matériels, des personnes, des pertes en vie humaine. Alors, on va reprendre peut-être le même scénario avec ce qu'on a vécu. On a vu d'abord tout cela, après il y a eu le coup d'État. Coup d'État malien, après on revient pour dire que non, il ne faut pas que la justice soit instrumentalisée. Est-ce que le peuple malien va continuer à suivre Imam en Duko tout cas, dans cette optique, ils sont nombreux des leaders maliens qui sont persécutés. les mêmes scénarios. Ils sont persécutés, donc l'imam doit s'asseoir parce qu'il a fait tomber. Il faut qu'il sache. Il a fait déjà tomber. C'est pas parce que le pouvoir de X vous plaît, ou bien ça ne vous plaît pas, vous montez tout de suite des pièces pour essayer de le faire débarquer. Qu'il se taise. Non, je vous êtes compris déjà. Oui, c'est pas parce qu'il se taise. Non, c'est ce que vous voulez. Mais je veux pas seulement qu'il prenne le Mali comme une marionnette, comme une propriété privée. Il n'y a pas une propriété privée quand même. Deux constats. Premièrement, l'imam fonctionne à contre-temps. Ah bon? Oui, il dépasse les choses à leur temps. S'il le disait avant, et même ça, il n'est pas le mieux placé. Et parce qu'avant, pendant qu'on était dans l'impasse, dans la transition, avec la transition, il n'y avait pas de chronogramme, il n'y avait pas de lisibilité sur la fin de la transition. Alors il est resté de marbre, et donc il n'a pas dit grand-chose. Et c'est maintenant, pendant qu'il y a une lisibilité, il y a les élections, il y a le référendum qui est organisé, et il y a le chronogramme qui est établi, les choses semblent, en tout cas de l'avis de l'émissaire de la CEDEAO, donc Obasanjo, c'est lui l'émissaire de la CEDEAO au Mali. Donc de son avis, les choses tant bien que mal, c'est totalement différent du cas guinéen, où on n'a aucune lisibilité sur
l'évolution de la transition, de l'application du chronogramme dynamique. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, un imam ne se mêle pas de tout. Je suis d'accord avec Ndoye qui a dit que ça lui a réussi au temps d'Ibeka. Vous savez pourquoi? C'est parce que Ibeka, ce n'est pas le respect des droits de l'homme. C'était la vie chère, le détournement, la corruption à ciel ouvert. Et qu'est-ce qui a emporté Ibeka? C'est l'affaire de son enfant, la surfacturation de l'avion. La surfacturation et son enfant qui narguait tout le monde. Qui était dans une opulence insolente. On a vu ces vidéos. Hein. Et voilà, donc même lui-même, l'état déliquescent, donc la sécurité, le Mali complètement comment on appelle, sectionné, si vous me passez l'expression. Donc le djihadisme qui est en train de gagner du terrain. Et le Mali qui était devenu un pays vassal, totalement aux ordres de la France. Et donc, c'était pour ça. Et c'est ce qui a fait sa popularité. Il ne sait rien. Et donc, il se pense que... Il se croit, je ne sais... Ce qu'il a fait, il a mené un combat. Il a mené un combat à l'époque-là. Les moments, les circonstances et les arguments, il les avait pour mobiliser tout le monde. C'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, ce qu'on reprochait à Ibeka, c'est parce qu'il était aux ordres de la France. Et la France faisait disposer du Mali comme elle le voudrait. C'est ce que pensent les Maliens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce que pensent certains Maliens. Beaucoup de Maliens. Voilà, d'accord. Non, beaucoup de Maliens. Mais vous êtes en Guinée ici, vous êtes assis ici, vous pensez, vous décidez à la place des Maliens. Vous n'êtes pas les seuls à avoir les cadeaux sur le Mali. Beaucoup de Maliens. D'accord. Voilà, la preuve en est que... Allez-y, il parle. Est-ce qu'on a arrêté, on a mis un... Je dis, ça c'est une première chose. Deuxième chose, la sécurité. Contrairement à toute la propagande, tout ce qu'on peut entendre dans les médias occidentaux, là-bas, les autorités maliennes sont en train de faire des efforts pour lutter contre l'insécurité, le djihadisme. Et parce que vous avez vu que le djihadisme est en train de muter, aller vers les trois frontières, vers les autres pays. C'est ce qui a fait que le Niger, le Burkina, les autres pays sont menacés parce que les djihadistes sont en train d'exploiter le maillon faible. Et donc avec des nouveaux accords que le Mali a signés et qui a permis au Mali de se doter d'armes et ce que les autres lui refusaient par le passé. Donc la population voit ça. Et puis, encore pour terminer, je parle du chronogramme. Il y a un chronogramme qui est établi et qui est en train d'être exécuté de l'avis de l'émissaire. Après, c'est lui qui sort pour dire les droits de l'homme. C'est vrai, les droits de l'homme. C'est vrai, l'instrumentalisation de la justice. Mais de la bouche d'un imam, dans le contexte actuel au Mali, ça peut mobiliser très peu et il risque de se casser les dents. Oui, allez-y. S'il continue dans... Boubacar Sansobari. D'abord, sur la supposée adhésion de la population malienne à la junte. C'est un débat. C'est une mission d'observation électorale qui vient de conclure que le taux de participation au référendum se situait à 27%. Donc, si on a... Vous savez pourquoi? Parce que les Maliens disent que les élections, ce n'est pas leur problème. Non. De toutes les façons, s'il y avait l'enthousiasme, les gens seraient partis voter, ils auraient réussi. Non, c'est le taux le plus bas. Exactement. Dans l'histoire du Mali. Oui. Donc on ne peut pas dire que... Parce qu'on vous dit que ce n'est pas leur problème. Non, c'est la sécurité. Non, attention. Les gens n'ont pas été sensibilisés. Ils disent que le référendum bas, présidentiel, législatif, tout ça c'est élection, c'est pas leur problème. Pourtant le pays, c'est pas pour autant. Est-ce que je peux continuer? Parce que à l'abri de la sécurité là. C'est pas pour autant. Oui, mais c'est pas comme avant. Vous pouvez dire comme vous. Allez-y. Alors, peut-être que les Maliens peuvent vous dire qu'ils s'en foutent des élections. Non, c'est pas ce que les Maliens ont dit. Oui, non, peut-être. C'est moi qui a dit ça à leur place. Peut-être que si... En tout cas, c'est le taux le plus bas. S'il était question d'élire d'autres personnes. Mais cette fois-ci, c'est une constitution soumise par la junte à laquelle le peuple malien est supposé adhérer. Les gens... Et heureusement que Monima ne développe pas la thèse sécuritaire parce que ça remettrait en question tout ce qu'il a dit jusqu'ici. Et puis l'autre chose, Monima, jusqu'à hier, il disait qu'il valorisait, il magnifiait la tribune de Gassama. Parce que celui-ci a dénoncé la démission des élites. Pour une fois que vous avez quelqu'un, une élite, qu'elle soit religieuse ou pas, qui s'exprime. Hier, sous Ibeka, il a dénoncé. Et vous voulez dire que parce que le changement est arrivé par les militaires, il doit se taire. C'est la position de Ndoye. Donc, ça veut dire qu'il doit pouvoir se taire. Donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce que nous voulons faire. C'est le statut. Non.
Non. C'est le statut avec... Non, mais c'est cette dénonciation qu'on fait dans notre pays. Non, je dis la démission de l'élite. Que c'est un imam. Non, attention. Un imam, ce qu'un imam peut se permettre, ce qu'un intellectuel ordinaire peut se permettre. Non. Un imam, quel que soit son rang, s'il a l'étiquette d'imam, il ne peut pas... On défend les imams de parler de politique, l'intellectuel peut parler de politique. Il peut donner son avis sur un débat politique. Attention, même nos religieux, quand ils ont rencontré le Premier ministre pour la première fois, ça nous a été rapporté par plusieurs sources, que la justice, oui, mais pas cette justice. Concernant le cas Foliké Mangué et également l'ensemble des autres commis de l'État sur Alpha Condé. Ça a été dit, oui, la justice, mais pas cette justice. Même ça, vous l'avez entendu, nous l'avons entendu, nous l'avons même relayé dans cette émission. Mais les religieux en Guinée ne se sont pas appropriés le sujet. Ils ont été autour de la table, ils ont été sollicités pour assurer la médiation. Il va continuer. Le sujet a été posé sur la table et ils sont obligés de donner leur avis. Mais c'est différent du cas de imam qui s'approprie tous les sujets. Tous les sujets. Et c'est ça mon problème avec lui. Quand Monyouma dit qu'il est religieux, il ne doit pas se mêler de la politique. Selon quels critères? Non, vous n'avez rien. Vous n'avez absolument aucun texte qui cantonne un religieux, qui interdit un religieux de débattre. C'est éthique et moral. Non, vous n'avez pas ça. Au contraire, ici, si on dénonce quelquefois nos leaders religieux, c'est justement parce qu'ils se confinent dans le cultuel. Ils n'évoquent pas du tout les phénomènes de la société. Et ils s'accommodent toujours. Exactement. Attendez. Non, moi, vous n'avez plus la parole. On va continuer. Il développe sa thèse. Ouais, mais qu'il ne dise pas mon nom. J'ai l'impression que l'imam du conséquent, ça l'arrange. Allez-y. Non, ce n'est pas quand... Le fait social, c'est pas politique. C'est quand ça va pas. La vie chère, ça c'est fait social. Quand la justice est instrumentalisée, c'est pas social. Ça, c'est fait social. Non, il me parle de fait social. L'instrumentalisation, c'est discutable. Même fait politique. Parce que l'autre, c'est évident. C'est de toute évidence. Quand la vie est chère, c'est une évidence. Quand on détourne à ciel ouvert, c'est une évidence. Ah non, l'instrumentalisation, pour un religieux, quand on détourne, c'est une évidence. L'instrumentalisation, on peut vous dire par exemple que ça dépend du camp où vous êtes. Mais la vie chère, ça concerne tout le monde.